Nous sommes bien sûr ravis d'être ici, heureux d'être présents, et l'une des choses dont je voulais parler aujourd'hui, c'est bien sûr de nos valeurs communes. C'est formidable de revenir en Allemagne, comme vous l'avez entendu plus tôt. J'étais ici l'année dernière en tant que sénateur des États-Unis. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères, excusez-moi, le secrétaire aux Affaires étrangères David Lammy, et nous avons plaisanté en disant que nous avions tous les deux des postes différents l'année dernière. Mais aujourd'hui, il est temps pour tous nos pays, pour tous ceux qui ont eu la chance de recevoir le pouvoir politique de la part de nos peuples respectifs, de l'utiliser avec sagesse pour améliorer leur vie. Je tiens à dire que j'ai eu la chance, pendant mon séjour ici, de passer du temps en dehors des murs de cette conférence au cours des dernières 24 heures, et j'ai été tellement impressionné par l'hospitalité des gens, même s'ils sont encore sous le choc de l'horrible attaque d'hier. La première fois que je suis venu à Munich, c'était avec ma femme, qui est d'ailleurs ici avec moi aujourd'hui, lors d'un voyage personnel. J'ai toujours aimé la ville de Munich et j'ai toujours aimé ses habitants. Je veux simplement dire que nous sommes très émus, et que nos pensées et nos prières vont à Munich et à tous ceux qui ont été touchés par le mal qui a frappé cette belle communauté. Nous pensons à vous, nous prions pour vous, et nous serons certainement à vos côtés dans les jours et les semaines à venir. J'espère que ce ne sera pas le dernier applaudissement que je recevrai, mais nous sommes réunis à cette conférence, bien sûr, pour discuter de sécurité, et normalement, nous parlons des menaces à notre sécurité extérieure. Je vois aujourd'hui de nombreux grands leaders militaires rassemblés ici, mais si l'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne et croit que nous pouvons parvenir à un règlement raisonnable entre la Russie et l'Ukraine, nous croyons aussi qu'il est important, dans les années à venir, que l'Europe prenne des mesures significatives pour assurer sa propre défense. La menace qui m'inquiète le plus concernant l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. J'ai été frappé par le fait qu'un ancien commissaire européen soit récemment apparu à la télévision et ait semblé ravi que le gouvernement roumain ait annulé une élection entière. Il a averti que si les choses ne se passent pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne. Ces déclarations cavalières sont choquantes pour des oreilles américaines. Pendant des années, on nous a dit que tout ce que nous finançons et soutenons est fait au nom de nos valeurs démocratiques communes. Tout, de notre politique en Ukraine à la censure numérique, est présenté comme une défense de la démocratie. Mais quand nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et des hauts fonctionnaires menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous tenons à un standard suffisamment élevé. Et je dis « nous » parce que je crois fondamentalement que nous sommes dans la même équipe. Nous devons faire plus que parler des valeurs démocratiques, nous devons les incarner. Dans la mémoire vivante de beaucoup d'entre vous dans cette salle, la guerre froide a opposé les défenseurs de la démocratie à des forces bien plus tyranniques sur ce continent. Et rappelez-vous, quel était le camp dans ce combat qui censurait les dissidents, qui fermait les églises, qui annulait les élections? Étaient-ils les gentils? Certainement pas, et Dieu merci, ils ont perdu la guerre froide. Ils ont perdu parce qu'ils ne valorisaient ni ne respectaient les extraordinaires bienfaits de la liberté. La liberté de surprendre, de faire des erreurs, d'inventer, de construire. Il s'avère que vous ne pouvez pas imposer l'innovation ou la créativité, tout comme vous ne pouvez pas forcer les gens à penser, à ressentir ou à croire ce que vous voulez. Et nous croyons que ces choses sont certainement liées. Malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, il n'est pas toujours évident de comprendre ce qui est arrivé à certains des gagnants de la guerre froide. Je regarde vers Bruxelles, où les commissaires de la Commission européenne avertissent les citoyens qu'ils ont l'intention de fermer les réseaux sociaux en période de troubles civils dès qu'ils repèrent ce qu'ils jugent être, je cite, du contenu haineux. Ou encore vers ce pays même, où la police a mené des raids contre des citoyens soupçonnés d'avoir posté des commentaires antiféministes en ligne dans le cadre d'une journée d'action visant à, je cite, combattre la misogynie sur Internet. Je regarde vers la Suède, où il y a 2 semaines, le gouvernement a condamné un activiste chrétien pour avoir participé à des brûlures de Coran qui ont abouti au meurtre de son ami. Et comme le juge de son affaire l'a noté de manière glaçante, les lois suédoises censées protéger la liberté d'expression n'accordent en réalité pas, et je cite, un laissez-passer pour faire ou dire quoi que ce soit sans risquer d'offenser le groupe qui détient cette croyance. Et peut-être le plus inquiétant, je regarde vers nos très chers amis du Royaume-Uni, où le recul des droits de conscience a placé les libertés fondamentales des Britanniques, en particulier celles des croyants, dans le collimateur. Il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement britannique a inculpé Adam Smith Connor, un physiothérapeute de 51 ans et ancien militaire, pour le crime odieux d'avoir stationné à 50 mètres d'une clinique d'avortement et d'avoir prié en silence pendant 3 minutes. Sans gêner qui que ce soit, sans interagir avec qui que ce soit, juste en priant silencieusement, seul.
Après que les forces de l'ordre britanniques l'ont repéré et lui ont demandé pourquoi il priait, Adam a simplement répondu que c'était pour l'enfant à naître que lui et son ex-petite amie avaient avorté des années auparavant. Les agents n'ont pas été touchés. Adam a été reconnu coupable d'avoir enfreint la nouvelle loi sur les zones tampons du gouvernement, qui criminalise la prière silencieuse et d'autres actions susceptibles d'influencer la décision d'une personne dans un rayon de 200 mètres autour d'un établissement d'avortement. Il a été condamné à payer des milliers de livres sterling en frais juridiques à l'accusation. J'aimerais pouvoir dire qu'il s'agit d'un incident isolé, d'un exemple aberrant d'une loi mal rédigée appliquée contre une seule personne, mais non. En octobre dernier, il y a seulement quelques mois, le gouvernement écossais a commencé à distribuer des lettres aux citoyens dont les maisons se trouvaient dans des zones dites d'accès sécurisé, les avertissant que même la prière privée dans leur propre domicile pourrait constituer une infraction. Naturellement, le gouvernement a exhorté les lecteurs à signaler tout citoyen soupçonné de se livrer à un crime de pensée. En Grande-Bretagne et à travers l'Europe, je crains que la liberté d'expression ne soit en recul. Et dans un souci d'humour, mes amis, mais aussi dans un souci de vérité, j'admettrai que parfois, les voix les plus fortes en faveur de la censure ne viennent pas de l'Europe, mais de mon propre pays, où l'administration précédente a menacé et intimidé les entreprises de médias sociaux pour qu'elles censurent ce qu'on appelle la désinformation. La désinformation, comme par exemple l'idée que le coronavirus avait probablement fuité d'un laboratoire en Chine. Notre propre gouvernement a encouragé des entreprises privées à réduire au silence ceux qui osaient prononcer ce qui s'est avéré être une vérité évidente. Alors je viens ici aujourd'hui non seulement avec un constat, mais aussi avec une proposition. Et tout comme l'administration Biden semblait désespérée de réduire au silence les gens pour avoir exprimé leurs opinions, l'administration Trump fera exactement le contraire. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble sur cela. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville, et sous la direction de Donald Trump, nous pouvons ne pas être d'accord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, que nous soyons d'accord ou non. Nous en sommes maintenant au point où la situation est devenue si grave qu'en décembre dernier, la Roumanie a purement et simplement annulé les résultats d'une élection présidentielle sur la base de vagues soupçons d'une agence de renseignement et d'une pression énorme de ses voisins continentaux. Pour autant que je sache, l'argument était que la désinformation russe avait infecté les élections roumaines, mais je demanderai à mes amis européens de prendre un peu de recul. Vous pouvez croire qu'il est mal que la Russie achète des publicités sur les réseaux sociaux pour influencer vos élections. Nous le pensons certainement. Vous pouvez le condamner sur la scène mondiale, mais si votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique provenant d'un pays étranger, alors elle n'était pas très solide pour commencer. La bonne nouvelle, c'est que je pense personnellement que vos démocraties sont nettement moins fragiles que beaucoup de gens ne le craignent apparemment. Et je crois vraiment que permettre à nos citoyens d'exprimer leur opinion les rendra encore plus forts. Ce qui, bien sûr, nous ramène à Munich, où les organisateurs de cette même conférence ont interdit aux législateurs représentants des partis populistes, de gauche comme de droite, de participer à ces conversations. Encore une fois, nous n'avons pas à être d'accord avec tout ou partie de ce que les gens disent, mais lorsque des leaders politiques représentent une importante partie de la population, il est de notre devoir de participer au moins à un dialogue avec eux. Pour beaucoup d'entre nous, de l'autre côté de l'Atlantique, cela ressemble de plus en plus à des intérêts bien établis qui se cachent derrière des mots-clés de l'ère soviétique comme désinformation et infox, simplement parce qu'ils n'aiment pas l'idée que quelqu'un avec un point de vue alternatif puisse exprimer une opinion différente, ou Dieu nous en préserve, voter différemment, ou pire encore, gagner une élection. Il s'agit d'une conférence sur la sécurité, et je suis sûr que vous êtes tous venus ici prêts à discuter de la manière exacte dont vous comptez augmenter les dépenses de défense au cours des prochaines années, conformément à un nouvel objectif. Et c'est une bonne chose, car comme le président Trump l'a clairement fait comprendre, il estime que nos amis européens doivent jouer un rôle plus important dans l'avenir de ce continent. Nous ne pensons pas que vous entendiez souvent ce terme, mais nous croyons que le partage du fardeau est une partie essentielle d'une alliance commune, que les Européens prennent leurs responsabilités pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. Mais permettez-moi aussi de vous demander, comment pourrez-vous même commencer à réfléchir aux questions budgétaires si nous ne savons pas ce que nous défendons en premier lieu ? J'ai déjà beaucoup entendu dans mes conversations, et j'ai eu de nombreuses discussions enrichissantes avec beaucoup de personnes rassemblées ici dans cette salle. J'ai beaucoup entendu parler de ce contre quoi vous devez vous défendre, et bien sûr, c'est important. Mais ce qui m'a semblé un peu moins clair, et je pense certainement à beaucoup de citoyens européens, c'est ce pourquoi vous vous défendez exactement. Quelle est la vision positive qui anime ce pacte de sécurité commun que nous considérons tous comme si important ? Et je crois profondément qu'il n'y a pas de sécurité si vous avez peur des voix, des opinions et de la conscience qui guident vos propres citoyens. L'Europe fait face à de nombreux défis, mais la crise à laquelle ce continent est confronté en ce moment, la crise que nous affrontons tous ensemble, je crois, est une crise de notre propre fait.
Si vous courez par peur de vos propres électeurs, il n'y a rien que l'Amérique puisse faire pour vous, ni d'ailleurs rien que vous puissiez faire pour le peuple américain qui m'a élu et a élu le président Trump. Vous avez besoin de mandats démocratiques pour accomplir quoi que ce soit de valeur dans les années à venir. N'avons-nous rien appris? Les mandats fragiles produisent des résultats instables. Mais il y a tant de choses de valeur qui peuvent être accomplies avec le genre de mandat démocratique qui, je pense, découlera d'une plus grande écoute des voix de vos citoyens. Si vous voulez bénéficier d'économies compétitives, si vous voulez profiter d'une énergie abordable et de chaînes d'approvisionnement sécurisées, alors vous avez besoin de mandats pour gouverner, car vous devrez faire des choix difficiles pour jouir de toutes ces choses. Et bien sûr, nous le savons très bien en Amérique. Vous ne pouvez pas gagner un mandat démocratique en censurant vos opposants ou en les mettant en prison, que ce soit le leader de l'opposition, une humble chrétienne priant chez elle ou un journaliste essayant de rapporter l'actualité. Vous ne pouvez pas non plus en gagner un en ignorant votre électorat de base sur des questions comme celle de savoir qui fait partie de notre société commune. Et parmi tous les défis pressants auxquels les nations représentées ici sont confrontées, je crois qu'il n'y a rien de plus urgent que la migration de masse. Aujourd'hui, presque une personne sur 5 vivant dans ce pays y a déménagé depuis l'étranger, ce qui est bien sûr un record. C'est un chiffre similaire, d'ailleurs, aux États-Unis, également un record. Le nombre d'immigrants entrés dans l'UE en provenance de pays non membres de l'UE a doublé entre 2021 et 2022 seulement. Et bien sûr, il a encore augmenté depuis. Et nous savons que cette situation ne s'est pas matérialisée dans le vide. C'est le résultat d'une série de décisions conscientes prises par des politiciens à travers le continent et ailleurs dans le monde au cours d'une décennie. Nous avons vu les horreurs engendrées par ces décisions hier dans cette même ville, et bien sûr, je ne peux pas en reparler sans penser aux terribles victimes qui ont vu une belle journée d'hiver à Munich gâchée. Nos pensées et nos prières sont avec elles et resteront avec elles. Mais pourquoi cela s'est-il produit en premier lieu? C'est une histoire terrible, mais une histoire que nous avons entendue bien trop de fois en Europe, et malheureusement, trop de fois aussi aux États-Unis. Un demandeur d'asile, souvent un jeune homme d'une vingtaine d'années déjà connu de la police, fonce avec une voiture dans une foule et déchire une communauté. Combien de fois devrons-nous subir ces revers effroyables avant de changer de cap et d'orienter notre civilisation commune dans une nouvelle direction? Aucun électeur sur ce continent n'est allé aux urnes pour ouvrir grand les portes à des millions d'immigrants non contrôlés. Mais savez-vous pourquoi ils ont voté? En Angleterre, ils ont voté pour le Brexit, et que vous soyez d'accord ou non, ils ont voté pour cela. Et de plus en plus, partout en Europe, ils votent pour des leaders politiques qui promettent de mettre fin à une migration incontrôlée. Je partage personnellement beaucoup de ces préoccupations, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je pense simplement que les gens se soucient de leur foyer, de leurs rêves, de leur sécurité et de leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Et ils sont intelligents. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises pendant mon bref passage en politique. Contrairement à ce que vous pourriez entendre à quelques montagnes d'ici, à Davos, les citoyens de toutes nos nations ne se considèrent généralement pas comme des animaux éduqués ou comme des rouages interchangeables d'une économie mondiale. Et il n'est guère surprenant qu'ils ne veuillent pas être bousculés ou ignorés sans relâche par leurs dirigeants. C'est le rôle de la démocratie de trancher ces grandes questions par les urnes. Je crois que mépriser les gens, ignorer leurs préoccupations, ou pire encore, fermer les médias, annuler des élections ou exclure des personnes du processus politique ne protège rien. En fait, c'est le moyen le plus sûr de détruire la démocratie. Exprimer des opinions n'est pas une ingérence électorale, même lorsque ces opinions viennent de l'étranger et même lorsque ces personnes sont très influentes. Et croyez-moi, je dis cela avec humour, si la démocratie américaine peut survivre à 10 ans de sermons de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk. Mais ce que la démocratie allemande, ce qu'aucune démocratie, américaine, allemande ou européenne, ne survivra, c'est de dire à des millions d'électeurs que leurs pensées, leurs préoccupations, leurs aspirations, leurs demandes de soulagement sont invalides ou ne méritent même pas d'être prises en compte. La démocratie repose sur le principe sacré, selon lequel la voix du peuple compte. Il n'y a pas de place pour des barrières. Soit vous défendez ce principe, soit vous ne le faites pas. Les Européens, le peuple, ont une voix. Les leaders européens ont un choix à faire, et je crois fermement que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Vous pouvez accepter ce que votre peuple vous dit, même lorsque c'est surprenant, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Et si vous le faites, vous pourrez affronter l'avenir avec assurance et confiance, en sachant que la nation est derrière chacun d'entre vous. Et pour moi, c'est là la grande magie de la démocratie. Elle ne réside pas dans ces bâtiments de pierre ou ces beaux hôtels. Elle ne réside même pas dans les grandes institutions que nous avons construites ensemble en tant que société commune.
Croire en la démocratie, c'est comprendre que chacun de nos citoyens possède une sagesse et une voix. Et si nous refusons d'écouter cette voix, même nos combats les plus réussis n'aboutiront à très peu de choses. Comme le pape Jean-Paul II, l'un des plus grands défenseurs de la démocratie sur ce continent ou ailleurs, l'a dit un jour, « N'ayez pas peur, nous ne devrions pas avoir peur de notre peuple, même lorsqu'il exprime des opinions qui diffèrent de celles de leurs dirigeants. » Merci à tous. Bonne chance à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Les propos de Vance, bien que centrés sur des enjeux politiques et sociétaux, offrent plusieurs leçons d'excellence applicables à la vie personnelle et professionnelle. En voici quelques-unes, tirées de son discours et adaptées à un contexte plus large. 1. Valoriser la liberté d'expression et la diversité des opinions est essentiel. Dans la vie personnelle et professionnelle, il est important de respecter et d'écouter les points de vue différents, même lorsqu'ils divergent des nôtres. Cela favorise l'innovation, la créativité et une prise de décision plus éclairée. Encourager un environnement où chacun se sent libre de s'exprimer, que ce soit dans des réunions ouvertes ou des discussions informelles. 2. Agir avec intégrité et respecter les valeurs fondamentales est une autre leçon clé. Vance souligne l'importance de vivre selon des valeurs démocratiques et de ne pas les sacrifier par commodité ou peur. Dans la vie personnelle et professionnelle, cela signifie rester fidèle à ses principes, même face à des défis. Définissez vos valeurs fondamentales, comme l'honnêteté, le respect ou la persévérance, et prenez des décisions alignées sur celles-ci. 3. Être à l'écoute des autres et répondre à leurs besoins est également crucial. Vance insiste sur l'importance d'écouter les citoyens et de répondre à leurs préoccupations. Dans la vie personnelle et professionnelle, l'écoute active est une compétence clé pour bâtir des relations solides et résoudre des problèmes efficacement. Pratiquez l'écoute active en vous concentrant pleinement sur ce que les autres disent, sans interrompre, puis agissez en fonction de leurs besoins. 4. Faire preuve de courage face à l'adversité est une leçon importante. Vance critique ceux qui censurent ou évitent les opinions divergentes par peur. Dans la vie, il faut du courage pour affronter les défis, défendre ses convictions et prendre des risques calculés. Identifiez les situations où vous évitez de prendre des décisions par peur de l'échec ou du jugement, et affrontez ces peurs. 5. S'adapter et évoluer face aux changements est essentiel. Vance met en lumière la nécessité de s'adapter aux réalités changeantes, comme les migrations de masse ou les défis sécuritaires. Dans la vie, la flexibilité et la capacité à évoluer sont essentielles pour réussir. Restez ouvert au changement et cherchez constamment à apprendre et à vous améliorer. 6. Prendre des décisions basées sur des mandats clairs ou des objectifs clairs est une autre leçon. Vance insiste sur l'importance des mandats démocratiques pour agir efficacement. Dans la vie personnelle et professionnelle, il est crucial de définir des objectifs clairs avant de prendre des décisions importantes. Assurez-vous d'avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir et pourquoi. 7. Ne pas craindre l'innovation et la créativité est également important. Vance rappelle que l'innovation et la créativité ne peuvent être imposées, mais qu'elles émergent d'un environnement où les idées sont libres. Créez un espace où vous ou votre équipe pouvez expérimenter et prendre des risques créatifs sans craindre l'échec. 8. Rester humble et apprendre des autres est une marque d'excellence. Vance reconnaît que les citoyens ont une sagesse et une voix qui méritent d'être écoutées. Recherchez activement des mentors, des collègues ou des amis qui peuvent vous apporter de nouvelles perspectives et vous aider à grandir. 9. Agir avec empathie et compassion est essentiel. Vance exprime sa compassion pour les victimes de l'attaque de Munich. Prenez le temps de comprendre les émotions et les défis des personnes autour de vous, et offrez votre soutien lorsque c'est nécessaire. 10. Croire en la force de la démocratie, ou de la collaboration, est un moteur puissant pour atteindre l'excellence. Vance défend l'idée que la démocratie repose sur la voix du peuple. Dans un cadre professionnel, favorisez la collaboration et la co-création. Dans la vie personnelle, entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et vos ambitions. Enfin, 11. Ne pas avoir peur de l'avenir est une attitude positive et proactive. Vance encourage à ne pas craindre l'avenir, même lorsqu'il est incertain. Adoptez une mentalité de croissance et voyez les défis comme des opportunités d'apprentissage et de progression. En conclusion, ces leçons tirées des propos de Vance nous invitent à réfléchir sur notre propre manière de vivre et de travailler. Et vous, qu'en pensez-vous ? Comment appliquez-vous ces principes dans votre vie quotidienne? Pensez-vous que la liberté d'expression et l'écoute active sont essentielles pour atteindre l'excellence? Partagez votre avis en commentaire et engageons le débat. Merci et à très bientôt.